Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci de venir répondre à mes questions dans ce studio. Vous êtes présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. C'est le groupe des députés macronistes et vous êtes vous-même députée des Yvelines. Hier, Emmanuel Macron était en déplacement en Alsace et ça a donné ça. Ce que vous faites, c'est délétère pour le pays. Il faudra vraiment retirer cette réforme, monsieur. L'intersyndicale est mobilisée, unie. Il faut vraiment retirer cette réforme, monsieur. On a fait des concessions pour l'améliorer. Pour le coup, ça ne suffit pas. Bah non, mais regardez, Vous voyez des gens... Mais je sais bien, je savais. C'est pas la première fois que j'en entends des gens qui râlent après moi. Pour le coup, dans cette ampleur-là, c'est vraiment pas... Non, j'ai eu bien pire. J'ai 34 ans, au monsieur moment de la Macron. SNCF. Vraiment, moi, je suis vraiment inquiète de la façon dont le pays s'évolue aujourd'hui. C'est pas gagné, l'apaisement, Aurore Berger. Non, mais l'apaisement, c'est pas l'isolement. Et donc, le président de la République, c'est normal qu'il aille au contact des Français. Et je pense qu'il s'attendait à ce que ce soit difficile, mais c'est aussi pour ça qu'il y va. Parce qu'il est le président des Français, de tous les Français, c'est-à-dire aussi de ceux qui sont en désaccord avec nous sur la réforme des retraites. Mais il ne peut pas donner le sentiment qu'il refuserait d'aller au contact. Donc il le fait, il continue aujourd'hui dans l'Hérault et il doit évidemment, il va continuer à le faire. Mais ça va être très long, il reste 4 ans. Il reste 4 ans, mais il reste 4 ans sur lesquels on peut agir. C'est ça notre enjeu. Il est président de la République depuis 6 ans. Il a été renouvelé, reconduit. Donc il y a eu un choix majoritaire clair et net des Français. Il y a une réforme qui a été conduite, dont on sait qu'elle était difficile, qu'elle est difficile pour un certain nombre de Français parce qu'elle demande des efforts, mais qu'elle était nécessaire. Maintenant, notre responsabilité commune, c'est comment on fait, maintenant que cette réforme est définitivement promulguée, qu'elle s'appliquera au 1er septembre, pour arriver à porter d'autres sujets. Cette réforme, encore une fois, ce n'est pas la grande réforme, mais c'est celle qui permet que les autres soient possibles. Sur la santé, sur l'école dont il va parler aujourd'hui, et je crois que c'est ça qui intéresse les Français. On va revenir précisément sur ce que vous pouvez faire effectivement dans les 4 ans qui viennent, quelles autres réformes. Et puis on ne va pas non plus tourner la page si facilement des retraites. Il y a quelques points qui restent à éclaircir après les décisions du Conseil constitutionnel. Mais malgré tout, il y a quand même une phrase que vous venez de prononcer et j'aimerais qu'on s'y attarde un instant. Vous avez dit, il y a eu un choix majoritaire, clair et net des Français. C'est vos mots à l'instant. Clair et net des Français, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'une partie des Français aujourd'hui estime que le choix n'a pas été clair et net, que c'était un choix par défaut pour faire battre Marine Le Pen. Est-ce qu'il n'y a pas, depuis le début, une forme de quiproquo? Enfin, quiproquo, Emmanuel Macron, le soir de son élection, n'avait pas l'air que ce soit un quiproquo. Il a dit « je suis bien conscient » et il savait que ça l'engageait. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu relu l'histoire ? Non, je crois pas. Je crois pas parce que déjà, c'est finalement assez rare dans l'histoire de la Ve République qu'un président de la République soit réélu hors cohabitation. On est finalement d'ailleurs plus habitué à ça. Jacques Chirac, qui sort d'une cohabitation quand il est réélu. Nicolas Sarkozy est battu. François Hollande ne se représente pas. Donc on est déjà finalement plus habitué en France à avoir un président de la République réélu. Et réélu avec une majorité, certes relative, mais une majorité. Les Français n'ont pas choisi de nous placer en cohabitation. Ils auraient pu donner une majorité à d'autres, ils ne l'ont pas fait. Et après, je crois qu'il y a un adage assez clair, c'est qu'au premier tour, vous choisissez, et puis à un moment, au deuxième tour, vous éliminez. Au premier tour, les Français ont choisi de qualifier 2 candidats. Et ils ont d'ailleurs qualifié plus nettement encore Emmanuel Macron par rapport aux 5 années d'avant. Et puis, au deuxième tour, ils ont éliminé Marine Le Pen. Et je sais bien qu'évidemment, il y a des Français qui ne nous soutenaient pas, mais qui ont fait ce choix de l'éliminer. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous abandonnez le projet qui vous a permis d'être qualifié? Et donc le projet qui vous a permis d'être élu? Je ne crois pas. Est-ce que par contre, ça veut dire que vous devez modifier certains aspects, que vous devez assumer des compromis? Oui. Et ce serait faux de dire que sur les retraites, on a dit c'est notre projet, rien que notre projet, et qu'on n'ait pas fait de compromis. On en a fait un certain nombre de ces compromis, et je voudrais que là, on regarde des détails, parce qu'au fond, le Conseil constitutionnel a validé, la loi a été promulguée, et Emmanuel Macron, vous-même, vous commencez à imaginer la suite. Mais si on s'attarde quand même un instant sur ce qui a été validé et ce qui ne l'a pas été, il y a un certain nombre de points qui ont été effacés de ce projet de loi, de cette loi définitive, et notamment la question sur la pénibilité de la visite médicale. Plus personne n'en parle de cette histoire. Mais enfin, c'était considéré comme une des manières de rendre acceptable le fait de travailler plus longtemps pour des carrières pénibles. Vous aviez accepté de mettre dans la loi, sous la pression aussi de l'opposition, l'idée d'une visite médicale
obligatoire à 61 ans pour que le médecin puisse juger si oui ou non vous étiez apte. Cette mesure-là, elle a été sortie par le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de manière pour ceux qui ont une carrière pénible de mesurer devant un médecin si oui ou non ils sont aptes à continuer jusqu'à 64 ans? Le Conseil constitutionnel, il ne juge pas le fond d'une réforme. Il ne dit pas si une réforme est bonne ou pas pour le pays. Il juge si la réforme, elle respecte ou non la Constitution, si la méthode respecte ou non la Constitution. Mais y aura-t-il un médecin qui va examiner? Ils l'ont dit sur l'essentiel du texte, ce qui est quand même important puisque certains ont voulu contester, délégitimer ce qu'est le Conseil constitutionnel, ce qui est grave aussi en démocratie d'essayer de délégitimer ce que sont nos institutions. Et puis il y a ce que le Conseil constitutionnel a censuré en disant que ça allait au-delà de ce qu'on aurait pu faire dans ce type de loi. Et donc il va falloir y revenir. Et donc, il va falloir y revenir. Il va falloir... c'est la loi qui va pouvoir le faire. C'est-à-dire, rien n'empêche évidemment que nous, parlementaires, nous puissions remettre dans la loi un certain nombre de ces éléments. Non, mais là, vous en parlez au conditionnel. Est-ce que vous nous dites ce matin, Aurore Bergé, bah oui, c'est très important à nos yeux. Il faut qu'un médecin puisse décider, puisque les critères de pénibilité, je le rappelle, et c'était une des réponses, je préfère qu'on rentre vraiment dans le détail, parce qu'on l'a fait suffisamment pendant le débat des retraites. On ne peut pas faire comme si, tiens, ah bah oui, ça finalement c'est sorti, on n'en parle plus. Cette question, elle était une réponse à la problématique de la pénibilité et des critères de pénibilité. Un certain nombre de critères de pénibilité avait été sorti de la fiche de poste. Mais en échange, vous aviez dit, un médecin vérifiera et il y aura une visite médicale obligatoire pour tout travailleur de 61 ans. Est-ce que vous nous dites ce matin, on va refaire une loi, on va le réinscrire dans la loi et il y aura, oui, une visite médicale et les médecins pourront juger? Pour nous, il n'y a aucune ambiguïté. Oui, mais quand? Il faut évidemment le faire. Mais vous savez, si la loi arrive en application en septembre, il faut se dépêcher un peu, non? Mais évidemment. Enfin, vous savez que, encore une fois, vous disiez non seulement il y a 4 ans, mais il y a encore quelques mois avant le mois de septembre. Et on n'est pas à l'arrêt. Et on continue à travailler. Et donc, on doit, sur un certain nombre des éléments censurés par le Conseil constitutionnel, je pense à l'emploi des seniors. Il y avait la question de l'index senior. Mais bien au-delà, il va falloir que les partenaires sociaux aussi nous proposent des choses sur comment on améliore évidemment l'emploi des seniors. Sur la pénibilité, il y a deux choses. Il y a ce qui relève des partenaires sociaux, on a bien compris, et qui ensuite peut être mis en place. Et puis il y a ce qui relève en effet de la loi et cette visite obligatoire des médecins. Mais je vous le dis clairement, il n'y a aucune ambiguïté. Oui, cette visite médicale obligatoire devrait être consacrée dans la loi parce qu'elle est une garantie pour les Français, pour ceux qui ont les métiers les plus pénibles, de bien évaluer la pénibilité de leur métier et donc les conditions dans lesquelles ils doivent pouvoir partir. Mais il y a surtout tout ce qu'on doit faire, encore une fois, en amont. Le sujet, c'est pas uniquement de partir dans de bonnes conditions à 62 ou 64 ans. C'est surtout de faire en sorte que si vous avez eu des métiers pénibles, vous puissiez évoluer, changer de métier, être formé. On a eu le sujet notamment des éboueurs qui a été extrêmement important ces derniers temps dans l'actualité. C'est un métier qui est pénible. En vérité, peu de Français auraient envie de faire ce métier-là. C'est un métier difficile, c'est un métier pénible, c'est un métier de première ligne, c'est un métier sans doute qui n'est pas assez rémunéré. Mais vous le savez bien, les éboueurs, heureusement, ils partaient déjà pas à 62 ans. Ils partaient avant. Et peut-être que même la question, c'est pas qu'ils partent à 57 ans en étant éboueurs, c'est peut-être qu'ils soient mieux formés, de manière à pouvoir changer, évoluer le métier. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Que la fin de leur carrière soit une autre Mais bien carrière. Sûr. Mais bien sûr, parce qu'on se focalise. Mais ça aussi, vous le mettrez dans cette réflexion, dans ces Mais la question de la mobilité, professionnelle, c'est donc la question de la formation professionnelle, c'est de la prévention sur l'usure professionnelle. Encore une fois, quand vous êtes cassé par la difficulté, par l'usure du métier, par la pénibilité du métier, vous l'êtes pas à 64 ou 62 ans, vous l'êtes avant. Et donc, ça veut dire qu'il faut, avant, pouvoir l'évaluer, le mesurer, mieux le prévenir, adapter l'outil de travail. On met 1 milliard d'euros dans un fonds de prévention qui va justement permettre aux entreprises d'adapter l'outil de travail à leurs salariés pour améliorer leurs conditions de travail. Bergé, on va revenir sur les différents chantiers qui ont été ouverts par Emmanuel Macron lundi, mais on n'oublie pas non plus qu'il avait donné une sorte de feuille de route à la Première ministre en lui demandant d'élargir la majorité. Sauf que pendant ce temps-là, c'est exactement l'inverse, ça rétrécit. Votre groupe, Aurore Bergé, le groupe Renaissance, a rétréci de 4 députés. Non, ce sont 4 députés qui sont dans le groupe. Elles ne sont pas adhérentes au parti Renaissance. Donc elles ont demandé, ce qui existe dans tous les groupes politiques, des Républicains au Parti Socialiste, de dire on sera apparentés, mais elles sont membres du groupe. Apparentées. Oui, mais elles sont membres du groupe. Et on a même une nouvelle députée, puisqu'Éléonore Carrouat a été brillamment réélue. Il y avait une invalidation de son élection, elle a été brillamment réélue. Donc on a 171 députés au sein du groupe Renaissance. Mais ça vous inquiète pas de vous dire qu'il y a 4 de vos députés qui disent moi je reste, mais je mets quand même un pied dehors, je veux pas être complètement avec vous? Non, parce que je connais ces députés. Il y a Barbara Pompili parmi eux, elle a été ministre du président de la République et je sais son attachement à la fois sur le fond à un certain nombre d'avancées que nous devons
allons continuer à faire, Elle avait hésité notamment sur la planification à voter écologique. la loi sur la réforme des retraites. Bon, finalement, elle n'a pas eu à voter puisqu'il n'y a pas eu de loi. Oui, pas eu de vote. mais elle s'y était engagée. Et elle nous l'avait dit clairement, et les 4 députés que vous citez nous avaient dit clairement qu'elle voterait cette réforme s'il y avait un vote. Et donc moi, je suis fière d'être dans un groupe. Mais c'est pas le présider un élargissement. En tout cas, quand la mission qui vous est proposée à vous et à la Première ministre, c'est d'élargir la majorité, clairement, c'est pas le signal que ça donne. Mais la question d'élargir la majorité, ça dépend comment vous l'appréhendez. Est-ce que élargir la majorité, ça veut dire faire une grande coalition ? J'étais 2 jours à Berlin. Il y a une grande coalition. Grande coalition, elle va des sociodémocrates aux libéraux, en passant par les écologistes. Est-ce qu'on en serait capable aujourd'hui dans notre pays ? Vous voyez bien que le Parti socialiste ne ressemble pas totalement aux sociodémocrates, que les écologistes ne ressemblent pas totalement aux écologistes que nous avons. Non, mais ça veut dire que les différents partis politiques sont aussi traversés eux-mêmes par des crises. Il ne vous aura pas totalement échappé que le Parti socialiste est un peu en crise et divisé en 2 sur des enjeux stratégiques majeurs pourtant, non seulement pour leur avenir, mais aussi pour un avenir commun pour les Français. C'est pas totalement la même chose d'avoir une gauche républicaine, indépendante, qui se souvient de son histoire, ou une gauche complètement caporalisée et vassalisé par Jean-Luc Mélenchon. Ça ne veut pas totalement dire la même chose dans le pays. Mais c'est aussi un enjeu pour savoir avec qui nous sommes en capacité de travailler. Et du côté de la droite républicaine, c'est aussi un sujet, évidemment. C'est mission impossible. Non, c'est pas une mission impossible parce que de toute façon, on n'a pas d'autre choix. Non, mais je veux dire, c'est mission impossible. Et je choisis mon expression à dessein. C'est une mission qu'Emmanuel Macron a donnée à la Première ministre en sachant qu'elle était impossible. Mais notre responsabilité, c'est d'élargir la majorité. On n'a pas d'autre choix, encore une fois. On peut le dire, on peut agiter, on peut mettre des pancartes. Non, mais parce qu'on a réussi à le faire. Je vois pas comment ça peut marcher. Mais on l'a fait sur la quasi-totalité des projets de loi. La quasi-totalité des projets de loi. On a 13 propositions de loi, 13 projets de loi qui ont été adoptés. Et qui ont été adoptés, ça veut donc dire qu'on a été au-delà des 3 groupes de la majorité présidentielle, sinon nos voix n'auraient pas suffi. Et vous allez ça veut dire qu'on a pu le faire, parfois avec les communistes, parfois avec les socialistes, parfois avec les républicains. Et ça veut dire qu'on va continuer à le faire parce que sur les chantiers qui sont prioritaires pour les Français, de rémunération du travail, de partage des profits dans l'entreprise, de planification écologique, de lutte contre l'immigration illégale et de régularisation de ceux qui s'intègrent à la société française, sur la question de la santé, l'hôpital public comme de la médecine de ville, sur la question de l'école, qui est le thème du déplacement du président de la République. La question, c'est aussi de mettre en responsabilité non seulement la majorité, mais aussi les oppositions. Il y a beaucoup Est-ce qu'elles veulent que tout soit à l'arrêt ou pas ? Qui ne fonctionne pas. Vous l'avez vous-même, vous venez d'en faire la liste au fond de tout ce qui aurait besoin d'être amélioré. Vous avez parlé de l'hôpital. Hier, je recevais François Braun sur RMC qui répondait aux questions des auditeurs. Et il y a des auditeurs qui nous ont alertés sur un point qui leur paraît pas du tout anodin, qui est le fait que les parkings des hôpitaux publics deviennent payants. C'est désormais Vinci, notamment, parmi les opérateurs qui s'en occupent. Et vous vous retrouvez à avoir la première demi-heure gratuite quand vous allez à l'hôpital et ensuite 6 puis 18 € dès la 2e heure. Alors François Braun, il a répondu, écoutez, c'est pas moi qui m'occupe des parkings des hôpitaux. Mais est-ce que le service public, est-ce que l'hôpital, c'est pas dès l'entrée d'un parking ? Quand vous venez à l'hôpital, on peut pas vous dire que vous pouvez venir en métro, franchement. Vous venez forcément en voiture la plupart du temps parce que vous amenez un enfant, parce que vous emmenez un parent malade ou parce que vous vous sentez mal, tout simplement. Et vous laissez votre voiture sur le parking. Pendant que vous faites soigner, vous regardez votre montre. Est-ce que c'est pas le premier signe du fait que nos services publics ne sont plus si publics ? Je crois que nos services publics, ils sont particulièrement publics. Vraiment. Et je crois que même si on n'est pas habitué à faire des comparaisons avec d'autres pays, je crois qu'on peut tous le considérer. La dernière fois que je suis venue sur votre plateau, j'étais encore légèrement enceinte. J'ai accouché quelques jours plus tard. Quand vous accouchez en France, c'était en décembre. On ne vous demande pas votre carte bleue. On vous demande votre carte vitale. Et vous ne payez pas 1 € pour être suivi tout au long de votre grossesse, pour pouvoir accoucher et pour être suivi en sortie aussi de votre maternité, à la fois pour votre enfant, mais aussi pour vous en tant que parent. Ça, c'est le service public français. Et ça, c'est une chance inouïe que nous avons et que nous devons préserver. Et donc, j'entends évidemment toutes les améliorations qui doivent pouvoir continuer à exister. Ça ne me paraît pas du tout anodin. C'est un débat récurrent d'ailleurs qu'on a sur la manière avec laquelle on doit faire en sorte que les services publics, en effet, soient encore plus puissants. Mais à force aussi de regarder systématiquement les petits débats, et je ne dis pas que c'est anodin. Je ne dis pas que c'est anodin quand vous allez, par exemple, visiter votre femme qui est à la maternité parce qu'elle vient d'accoucher et que ça vous coûte 18 €. Je ne dis pas que c'est anodin. Mais ou alors vous vous dites, je vais rester qu'une demi-heure parce que je veux que ce soit gratuit derrière. Certes, vous payez le parking, mais qu'à la fin,
tous les soins auxquels vous avez accès dans notre pays. Je pense aux 600 000 Français qui sont en affection de longue durée. Est-ce que c'est pas la problématique et qui, quand même eux, sont soignés? Est-ce que c'est pas la problématique du profit avec des services publics? Faire du profit sur un parking. J'imagine que Vinci, il fait pas ça uniquement pour faire plaisir. Il fait ça aussi pour faire du profit. Il fait ça aussi parce qu'il a été l'aménageur du parking, j'imagine. Et parce qu'il a aménagé le parking, c'est aussi comme ça qu'il se rétribue. Donc c'est aussi un moyen. Mais c'est aussi parce qu'on avait peut-être plus les sous, nous, encore une fois, l'État, la France. Encore une fois, je veux bien entendre tous les débats sur la question de l'hôpital public. Et j'entends l'aspect de symbole que vous évoquez. Ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est l'image juste un tout petit peu plus grande des 600 000 Français qui sont en affection de longue durée et qui n'ont pas à débourser 1 euro, qui n'ont pas à avoir l'angoisse que des millions, des dizaines de millions de gens à travers le monde ont, de se dire comment je fais si demain j'ai un accident de vie, si j'ai un accident de parcours, si j'ai un accident professionnel, si tout d'un coup je tombe malade. Le président de la République s'est engagé lundi soir à ce que la France est là. Tous ces malades affectés de maladies de longue durée est un médecin traitant, en tout cas d'ici la fin de l'année. Il a aussi annoncé plus de fermeté sur l'immigration, la chasse aux fraudeurs, et puis remettre les allocataires du RSA au travail. C'est pas du tout anodin ça non plus. C'est pas anodin, mais c'est, je crois, ce qu'on attend. On attend, nous, de la clarté sur les positions qui sont les nôtres. Sur la question du RSA, on dit 2 choses. Et c'est assez logique. Quand vous êtes en inactivité depuis longtemps, c'est beaucoup plus difficile pour vous d'être en capacité de reprendre un emploi. Et après, il y a des situations individuelles qui sont très différentes. Quand vous êtes une famille monoparentale et que vous n'avez pas votre permis, reprendre un job, c'est compliqué. Vous avez des freins structurels qui font qu'à un moment, c'est plus difficile pour vous parce que vous ne pouvez pas faire garder votre enfant, parce que vous ne pouvez pas vous déplacer. Ça, c'est les enjeux sur lesquels on travaille. C'est-à-dire, par exemple, prenons l'exemple de service public de la petite enfance. On imagine une mère de famille qui est dans une famille monoparentale seule avec ses enfants, qui, précisément parce qu'elle a ses enfants, ne peut plus prendre de cours de conduite, n'a donc pas de voiture, n'a donc pas de boulot. Qu'est-ce que vous allez faire pour elle? Concrètement, ce qu'on fait, outre le fait qu'on a amélioré ses conditions de vie, puisqu'on a renforcé les aides pour les familles monoparentales et de manière significative. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on doit créer. Service public de la petite enfance. Ce qui est une nécessité quand on voit notamment ce qui se passe et le rapport alarmant, vous en avez fait écho ici, sur la question des crèches. Ce qu'on fait, c'est le réinvestissement sans précédent dans la mobilité du quotidien, ce que le président de la République a annoncé sur les 100 milliards d'euros qui vont être déployés justement pour cette mobilité. Et ce qu'on fait aussi, c'est de dire que si elle est allocataire du RSA, la question n'est pas de forcer à la reprise d'un emploi, évidemment, pas en contrepartie du RSA, c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est de dire qu'on doit faire en sorte qu'elle puisse reprendre une formation, qu'elle puisse reprendre une forme d'activité, quelle qu'elle soit, parce que plus durablement vous êtes éloigné de l'emploi, plus difficile ça va être pour vous de vous raccrocher. Or, ces Français veulent d'abord travailler et veulent gagner leur vie non pas grâce à un RSA. Personne, je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait des Français qui soient heureux d'être au RSA. Pas une seule seconde qu'il y ait des Français qui se complaisent dans cette situation. Au contraire, ils souhaitent pouvoir travailler, mais c'est notre responsabilité de les remettre en emploi. Présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, est-ce que vous soutiendriez une commission d'enquête parlementaire sur le fonds Marianne, le fonds qui avait été débloqué par Marlène Schiappa lorsqu'elle était ministre de l'égalité femmes-hommes? Il y a une enquête qui est diligentée. Donc l'enquête dira concrètement ce qui s'est passé. Moi, je pense que cette enquête, elle doit pouvoir faire toute la lumière. Est-ce qu'il faut une véritable enquête parlementaire? Vous savez, on fait régulièrement des commissions d'enquête. Mais est-ce que vous feriez celle-là? Alors, sur ce dossier-là. Alors, pour être très clair sur les sujets de commission d'enquête, chaque groupe politique a le droit, dans chaque session, donc chaque année, de demander la création d'une commission d'enquête. Est-ce que vous demanderiez? Moi, j'ai déjà fait une demande de commission d'enquête qui va être étudiée prochainement, qui est sur la question de la violence, et notamment les ultra-violences qu'on a eues à Sainte-Soline dans un certain nombre de manifestations, parce que je crois que l'ultra-violence qui traverse notre société doit être questionnée. Mais il faut enquêter sur ce fond. Mais il y a une enquête qui a été diligentée par le ministère de l'Intérieur. Et vous savez à quel point les enquêtes diligentées en interne par le ministère de l'Intérieur sont Sauf qu'à l'époque, Marlène Schiappa, elle était rattachée au ministère de l'Intérieur. Et alors? Donc les enquêtes, elles sont heureusement indépendantes. Et vous savez bien que s'il y a un ministère où les enquêtes sont les plus poussées, c'est le ministère de l'Intérieur. Et donc cette enquête, elle fera toute la lumière sur ce qui s'est passé. Et si jamais il y a eu des manquements, eh bien l'enquête le dira et des sanctions seront prises. Vous en aviez pensé quoi, vous, de Marlène Schiappa dans Playboy? Moi, j'aurais pas fait cette interview parce que j'aurais surtout pas fait les photos. Voilà. Vous n'auriez pas fait les photos?
Non, mais après, chacun est libre. Elle est libre. Encombrante, Marlène Schiappa. On sait que l'Élysée lui a demandé de renoncer à la toute dernière minute à une interview qu'elle devait accorder à CNN. Elle a été obligée de se faire porter pâle alors que l'interview était prévue. Elle est aussi par ailleurs en déplacement en ce moment. Donc la question n'est pas là. Après, chacun est libre. Quand on est dérangeant, on vous dit d'arrêter de parler. On vous a déjà demandé à vous de renoncer à des interviews? Non, on m'a pas demandé de renoncer à des interviews. Si on vous l'avait demandé, d'ailleurs, vous auriez trouvé ça correct, normal? Mais je ne sais pas, ça dépend quel est le contexte et la manière avec laquelle on vous le demande. Et je ne sais même pas d'ailleurs si c'est vrai ou pas. Donc moi, ce que je dis juste, c'est qu'encore une fois, chacun est libre de la manière avec laquelle il souhaite se présenter aux Français et s'exprimer. Et chacun a aussi des comportements et des caractères qui sont différents. Donc moi, on est libre, mais en même temps, quand on parle trop, on nous demande de nous taire. Non, mais parce que quand vous êtes parlementaire, quand vous représentez les Français, quand vous êtes ministre de la République, il y a une manière de vous présenter aux Français qui est, je pense, importante. Et à la fin, la manière avec laquelle vous vous présentez, souvent, elle prend le pas finalement aussi sur les idées que vous défendez. Et nous, on est là pour défendre des idées, pour défendre des convictions. Parfois, c'est dur. Et parfois, on se confronte. Et parfois, on se fait engueuler. Mais ce qui compte, c'est quand même qu'on défende d'abord des convictions. Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, députée des Yvelines. Merci d'avoir répondu à mes questions.